Finalement, avant de parler de la cosmologie et la révolution copernicienne qui a changé toute notre compréhension de lois naturelles et distinction de lois naturelles et les lois divines, qui est devenu d'ailleurs interchangeable à partir de Spinoza et avant Spinoza, donc Dieu sive natura, donc une compréhension du macrocosmos a eu des répercussions sur la compréhension du microcosmos et des cas singuliers qui est devenu un peu une partie d'un grand ensemble qui n'est pas encore significatif et qui n'a pas la peine de chercher du sens, donc on peut passer devant l'étranger, donc un espace urbain a permis de passer à côté des gens d'une multitude sans poser des questions, sans dire bonjour, sans les recevoir dans leur personnalité singulière, ni dans leur identité, et seulement, je crois, dans les premières bourgeoisies, une certaine uniformité dans les tenues vestimentaires, dans les chapeaux, etc., dans les chapeaux chez les femmes, etc., exigeait. Donc, quoi que ce soit, vous êtes pauvre comme femme, vous ne pouviez pas sortir à la rue sans porter n'importe quel chapeau. Mais sans couvre-chef, vous étiez complètement en dehors de l'humanité. Vous n'étiez plus l'homme ou femme, mais sous-homme, sous-femme. Voilà. Ce sont des indices importants qu'on a vus dans les films, dans le cinéma. Heureusement, petit détail qu'il faut voir toujours. Je ne me rappelle jamais de l'histoire d'un film, mais de ce petit détail. Ce qui fait un cinéaste d'ailleurs, c'est-à-dire un archéologue, un sociologue, un politologue, etc. Alors l'art aussi, notre rapport à l'art, au sacré, à l'objet sacré ou apparition plutôt sacrée, à la épiphanie, disons, soit dans le visage de l'homme, soit l'incarnation d'un certain esprit dans la peinture, dans une petite statuette. Sinon, il n'y aura aucun sens du catholicisme. En gardant une certaine affinité avec l'animisme, avec la cosmologie de l'animisme, et en général de l'idolâtrie, catholicisme en tant que monothéisme en voie de développement lente et résistante. Voilà une belle définition du catholicisme que je respecte comme chaque hypostase. Et s'il n'y avait pas ce rapport avec l'objet qui passe par l'épiphanie ou l'incarnation, et très platonicien au fond, il n'y a pas eu une longévité du catholicisme. Ça pourrait être simplement une secte hérétique du christianisme paulinien. Non. Ça résistait beaucoup en gardant une doctrine. Et quelle était cette doctrine et quel rapport avec le monde de marchandises? Comment c'est perverti? C'est-à-dire, ou bien même pas perverti, peut-être en dehors ou en parallèle de cela, un autre rapport à l'objet est apparu. Ça aussi c'est possible, mais c'est très difficile de faire une sociologie, parce que si c'était comme ça, si dans les pays du Nord, il n'y avait que du protestantisme avec une autre doctrine, et dans les pays du Sud, seulement
catholicisme et aucune apparition du capitalisme et la production de l'objet sériel, donc et dévalorisation de l'objet et encore révaluation à partir de cette dévaluation. Est-ce que ça pourrait être possible? En général, c'est vrai, c'est-à-dire que le capitalisme industriel, les capitaux, accumulation de capitaux, ça existait depuis toujours. À Venise, donc en Italie, catholique, à travers les présences juives, bien sûr, mais les juifs ne produisaient pas en masse, pas du tout, c'était des contrôleurs de circulation de valeurs. Alors, production, c'est venu de l'Angleterre avec l'éclatement de la révolution industrielle, déshumanisation des hommes. Et là, les femmes, ils ont commencé à sortir à la rue sans court-chef et sans aucun symbole héraldique. Voilà un pays dit traditionnel, Angleterre, qui garde son royaume, et un pays qui a détruit le plus cette tradition peut-être. Et en Italie, il n'y a pas cette bizarre menace contre le paysannerie ou bergerie pastorale ou disons, une osivité, la paresse catholique, donc providence sincère, une croyance à la providence sincère chez les pauvres et même chez les riches, chez les religieux. Donc tout était dans le même poteau, mais le rencontre dans le nord d'Italie, apparemment avec une crise aiguë avec l'Autrichien, avec les guerres du Nord, d'une part avec les Français, bien sûr. Cette révolution française a eu un bouleversement dans le nord d'Italie et en Espagne également. Ça dérangeait beaucoup. Alors, le problème vient à la fois de l'Angleterre, à la fois de la France avec sa révolution. Voilà, en même temps et de deux côtés. En France, c'est ce bouleversement paradigmatique de valeurs et donc du fond des lois remodélables. C'est une interrogation intéressante, mais de l'autre côté, bien qu'il y ait une percée de la démocratie, disons, en Angleterre, dans une certaine monarchie constitutionnelle, donc une présence de législateurs partout, c'est plutôt la production qui détériorisait les masses, disons. Je pense Charles Dickens, Les Misérables, Victor Hugo, non. Voilà, Dickens, l'univers de Dickens, avec tous ces pauvretés. Bon, j'aurais pu choisir mes exemples de cette riche littérature qui ne parle que de ça, d'ailleurs. Mais j'avais noté des cas, non pas pathologiques, mais plus ou moins compliqués, un peu drôles, c'est pas pour drôle, mais c'est comme des citations de petits articles de magazines, de femmes et de journaux, du monde, de société, etc. Enfin,
c'est très éphémère. Il s'agit d'éphémérides, même s'il s'agit de critiques littéraires, par exemple. C'est justement Roland Barthes qui a écrit un livre sur la mode, n'est-ce pas? Justement, il analysait ce genre de discours très éphémère, très superficiel, mais très nouveau. Aucun symbole n'était pas stable. Tout était inventif, comme les petites feuilles en cuivre qui servaient à la décoration des villes et des lustres, éclairage public, changement de mode et de mode de transport, et même de circulation des femmes, donc les rapports sexuels hors mariage et séduction, et bien sûr la prostitution et la pauvreté, et les artistes et le monde de Montmartre, la butte Chaumont, et bien Sacré-Cœur. Tout ça c'est très tardif et à la fois début de modernité, disons parisien, français et européen. Il faut parler aussi de Berlin, mais même Walter Benjamin, quand il s'interrogeait sur le commencement de du monde moderne, il étudiait les passages de Paris. Et c'est un peu dans le même zoo que j'avance. Voilà, ce sont des citations. Il est un auteur américain devenu complètement européen, et surtout chez lui, il y a une part juive qui veut se le sortir de l'écrit. Bon, ça veut dire ce que veut dire. C'est un roman policier, initiatique, enquête de Graal, la garde de Montparnasse en coulisses de l'opéra Garnier, les habilleuses en chaleur en toutes couleurs. Voilà. Un nouveau discours est apparu que Michel Foucault n'a pas eu bassesse d'analyser, mais Roland Barthes, en fréquentant, je sais bien, les nuits, certains endroits, j'ai oublié le nom très connu, bon, une grande boîte de nuit, et il fréquentait des gens qui parlent comme ça, en fait, pendant la nuit, parce qu'il travaillait dans ce genre de métier. Je continue. C'est l'extase de Dervish Turner dans son apothéose, une lumière sans source et en éclaboussure. Voilà. Si-t-il exagérait, pompeux, en usant des mystiques musulmans au nom de la mode, alors là, c'est digne de passage de Vivien, qui est l'un des rares que j'ai connu à Paris, parce que les autres c'était des filles. Passage Vivien et les autres. C'est l'opéra fabuleux rimbaudien, c'est le Dante du coin de la rue, Abbé Lepierre, qui est guidé par une bergère allemande, etc. Ça continue, hein. Description devenue exagérément littéraire. Il n'y a que de la littérature d'ailleurs en fait. On essaie de nous offrir à l'imagination quelque chose que nous avons beaucoup de difficultés de synthétiser, mais dans la mesure où nous pouvons faire de ce genre de synthèse impossible, nous sommes bon interlocuteur, un bon vendeur ou un bon acheteuse, donc nous sommes un bon destinataire, donc on est l'un des référents d'une société qui est en train de se construire, ce qu'on appelle la modernité. Nous sommes modernes ou non, était déjà jugé par notre participation
à ce genre de discours. Même si nous fermons les oreilles, si nous le supportons, ça allait. Nous étions déjà modernes. Si nous fuyons ou nous étions trop dérangés et si nous les interdisons, si nous les interrogeons comme des policiers ou des inquisitionnistes, alors nous étions rejetés de la République. Ou bien nous étions de quoi fanatiques, maintenant aujourd'hui terroristes, carrément. Je continue. C'est le Fouquet de chez Ritz avec une graine de sable qui fait de lui une pelle de chez Cartier. Voilà. La publicité gratuite, tous les noms, grandes compagnies d'un seul quartier, parce que nommé, donc c'est presque avec la voiture, dans 5 minutes, on a fini notre course en passant par ces 3 établissements. Dans l'un, nous couchions quand même le soir. Alors l'hôtel, ce qu'on appelle l'hôtel dans langue argot de Montmartre, ça c'était très amusant et très juste. On l'appelait, les gens qui n'ont pas assez d'argent chaque soir pour se loger dans un hôtel, ils les appelaient les hôteliers marchands de sommeil. Ça, c'est fantastique et très juste. J'ai appris beaucoup de choses en étudiant l'argot de l'époque. L'argot actuel, c'est on se porte mal, on analyse très mal, on n'a pas de temps d'analyser, soit on utilise, soit on ne comprend rien, mais analyser et avoir certains rapports, c'est seulement quand ce langage en argot s'est éteint, donc etc. Mais il fallait que ça ne s'éteigne pas, donc ça continue. Les hôtels, au lieu de hôteliers, n'est-ce pas, hostis, etc., il faut dire tout simplement, il s'agit du sommeil et de confort et de réconfort, marchand de confort, marchand de réconfort, marchand de sommeil, marchand de manger, marchand de boire, marchand de quoi? Marchand de se nettoyer, marchand de se laver. Voilà. L'État, apparemment, a délégué à son rôle de berger, pasteur, d'autres fois, donc avant l'État, protection, sécuritaire, voilà, marchand de sécurité. Sécuritas, marchand de sécurité, tout est payé. Tout est payant, tout est salarié. Et tout a un prix proportionné. Ça veut dire, modernité, c'est ça. Même regarder, c'est payant. Toucher, c'est payant. Siffler, payant. Promesse, payant peut-être. Très bien. Voilà une dernière description élaborée qui dit il y a une description, il y a chez elle une homosexualité aigre et un féminisme putain qui l'empêche de devenir une femme de génie réservée à l'usage de pédérastes. Si vous demandez qui ça, en fait, il s'agit d'une femme, parce qu'elle dit que chez lui, chez elle, ça pourrait être un homme, mais alors là, réservé à l'usage de pédéraste, d'ailleurs, tout simplement, s'il est pédéraste, c'est pas intéressant, parce que, mais s'il s'agit d'une femme qui a une homosexualité, qui a une tendance d'homosexualité aigre, qu'est-ce que ça veut dire? Peut-être aiguë. Non, aigu mais rare. C'est pas chronique, c'est pas pour toujours. Très très rare. Et elle s'intéresse plutôt aux hommes pédérastes. Voilà, elle est mécène des femmes, des hommes pédérastes, parce qu'elle veut féminisme, mais un féminisme puritain, qu'est-ce que ça veut dire? Bon, il l'empêche dans le stade de homosexualité aigre ou aiguë.
qui l'empêche de devenir une femme de génie. Ça, on ne sait pas pourquoi. Une femme de génie peut avoir toutes ces tendances à la fois, c'est ce qui est génial d'ailleurs, réservé à l'usage des pédales. Une dame, c'est une caractériologie, une tendance, une stime qu'on a tous réservée à l'usage des pédales. C'est seulement autour d'elle les pédales qui en usent. Donc, un féminisme pour les gays, apparemment. J'ai appris récemment qu'il s'agissait d'un livre, finalement, de Simone de Beauvoir, en fait. Pourquoi je suis la mère de tout homosexuel, quelque chose comme ça, en fait. On va l'éclaircir plus tard. On va voir maintenant. J'apprends aujourd'hui que une mauvaise nouvelle qui vient de Rieux, que Cocotte est morte. C'est dommage, Cocotte. Alors, je me disais tout à l'heure qu'il n'y a pas un mode d'emploi des gens. Mode d'emploi pour l'homme, mode d'emploi pour la femme, mode d'emploi pour l'enfant, mode d'emploi pour les aînés, etc. Mais vous savez, c'est pas une marchandise, c'est pas un produit qui sera fait sur projet. Et même la personne à qui on interroge, en fait, ses tendances, c'est tout ce qui est de son désir, tout ce qui de ses souhaits, de ses attentes, on ne trouve pas une exacte explication. Donc, même eux-mêmes, elles-mêmes, ils ne sont pas dans la connaissance de leur, entre guillemets, mode d'emploi. Et mode d'emploi, c'est plutôt avec les machines, avec les appareils usagés en grande production et en série, et donc sans surcommande, qui a fait leur apparition comme de petites recettes explicatives comment on va se comporter avec cet objet qui n'est pas tout à fait inerte et qui est segmentaire, démontable, remontable, et on peut le suppléer soit à un corps vivant, soit à la chair, soit aux cheveux, soit aux pieds, soit dans les oreilles, dans la bouche, soit dans les yeux, soit on peut incurgiter. Voilà, c'est de l'ordre de pharmacon, tout ce qui touche comme objet au corps, soit à sa surface, soit à ses intérieurs, même comme quand on pense quelque chose comme comment ça s'appelle, une feuille pour faire sécher les cheveux, on ne incorpore pas, on ne l'avale pas, et le mode d'emploi, donc c'est pas obligatoire que ça touche au corps. Ce sont des machines de plus en plus indépendantes de nos corps, bien que les usagers encore c'est nous. Alors, tout ça, on connaît, mais c'est pas si ancien que ça, parce que auparavant, c'était impossible de parler d'une mode d'emploi pour un objet d'usage, parce que l'usage était connu d'emblée. Il s'agissait de peut-être de choisir la forme symbolique ou ornementale de cet objet, c'est-à-dire ustensile. Par exemple, on prend comme exemple une cruche pour verser de l'eau ou du vin qu'on utilise sur la table, dans le jardin, à l'intérieur, la nuit, pour se réveiller, pour se laver. Voilà, une cruche. On choisissait, soit sur commande, on le décrivait à son fabricant artisanal, et soit qu'on choisissait entre ce qu'on offre
à nous, dans l'homme limité, il y avait un choix. Aujourd'hui, j'ai acheté encore une canne, une deuxième canne dans 3 jours, parce que je l'ai fait perdu hier soir. L'autre, parce que je n'ai pas d'habitude. Et cette fois-ci, dans la deuxième fois, dans le choix de ma canne, j'étais encore plus méticuleux. Alors c'était évident que je vais le perdre bientôt, parce que comme ça arrive avec le parapluie, quelque chose qui n'est pas collé au corps, on l'oublie. Voilà, comme Nietzsche avait écrit dans l'un de ses papiers qu'on a trouvé entre ses manuscrits, dont on ne déchiffre pas le sens s'il s'agit de la philosophie métaphorique ou une simple note personnelle. Il avait écrit que j'ai oublié ma parapluie. Donc Derrida en fait un cas dans son livre sur Nietzsche, Perron, etc. C'est énorme comme question, mais son interrogatoire concerne le corpus dans sa totalité d'un écrivain, de ce qu'on appelle un auteur. Un auteur, de quoi il est capable et quelles sont les limites, soi-disant judiciaires, de définir une œuvre. Comment déterminer les limites d'une œuvre, comment distinguer certains papiers comme ça détachés, comme j'en ai beaucoup et j'en porte aujourd'hui particulièrement, j'en ai apporté plusieurs. Comment on va savoir, après la mort ou disparition de l'auteur, lesquels de ces papiers étaient à son usage philosophique, littéraire ou cinématographique. J'ai oublié mon parapluie, ça peut être, quand il s'agit de moi, l'un des titres de mon film ou une phrase qui conclura les dernières lignes d'un grand roman philosophique qui va résoudre l'énigme nietzschéenne ou les grandes Dasein secrets de la philosophie de Derrida, qui prétendait qu'il n'y a pas de vouloir dire et il n'y a que 2 significations qu'on remplisse après coup, c'est-à-dire il n'y a que herméneutique. On exagère beaucoup cette affirmation que tout est texte. Alors tout est texte, mais c'est vide de texte. Alors, il faut remplir les lettres mortes, c'est ça. J'ai une série, voilà, y a-t-il un mode d'emploi des hommes? Voilà une bonne question, un peu absurde, mais j'ai bien fait une introduction. C'est vrai que on n'est pas des cruches. Notre emploi, c'est pas connu d'emblée, ni par nous-mêmes, ni par autrui. Et plus, comme les objets ont eu une évolution de l'objet artisanal à l'objet de la production en série, et qui nécessite des modes d'emploi, donc ils sont devenus encore plus inconnus, encore plus étranges comme objet qu'auparavant. Les gens, ils avaient une familiarité avec les objets quotidiens, avec leurs ustensiles, leur forme n'était pas identique ni sérielle, ils se rassemblaient sûrement, mais on choisissait. Il y avait une sorte de variation esthétique de forme qui ne touche pas à sa fonctionnalité et on ne devenait pas devant l'objet ébahi. Donc, devant l'objet industriel, on devient ébahi, un idiot, et un texte nous est présenté pour que nous regagnions l'intelligence face à l'objet. Donc notre impuissance d'emblée devant l'objet est reconnue. C'est pas cette impuissance devient une puissance sur l'objet, une force active qui agit sur l'objet,
et en retour, l'objet, en fonctionnant par nos efforts intelligents, va agir sur nous. S'il s'agit d'un objet mécanique qui travaille avec une batterie ou avec une pile, donc il va travailler tout seul sans notre intervention. Il va devenir un automate, donc un peu plus intelligent que nous, parce qu'il va travailler à son gré, et il aura une indépendance apparemment qui nous facilite la vie quotidienne, ou bien qui nous procure de la jouissance. Quand il s'agit en fait d'un objet comme vibrateur, par exemple, je ne peux pas m'éviter de donner cet exemple un peu éclatant, mais enfin, je ne sais pas, l'usage est très étendu, mais l'existence même de l'objet et la visée, usage, la fin, les finalités de cet objet, n'est-ce pas, procure une jouissance, soi-disant, une satisfaction, mais une satisfaction de quel ordre? Donc, à cet exemple extrême, qui serait une sorte de pierre philosophale, il faut, par degré, ascendante ou descendante, il faut juger sur le monde des objets en général qui nous entourent. Et ça ne s'arrête pas, et leur nouveauté, comme vous voulez. Et le capitalisme prend ses ressources de cette production des objets non nécessaires et qui est devenue nécessaire. Voilà. Avant de passer à des cas singuliers, considérons un peu notre rapport avec l'univers aussi échangé. C'est pas seulement avec les objets, mais c'est dans sa totalité. La connaissance ou bien une vision du monde, avoir une image globale du monde, donc une compréhension, avoir une idée de macrocosmos dans lequel on se plaçait, c'est complètement changé. Ça, on va revenir. Je me repose un peu. Donc, il y a un roman, n'est-ce pas, de Georges Perec encore, La vie, mode d'emploi. On aurait pu dire, au lieu de parler de la vie en général, comme s'il s'agissait d'une recette toute faite, et comme si on savait ce que c'est la vie en général, mais on a pu choisir un terme moderne, la vie moderne, mode d'emploi. Oui, il y a des modes de vie, donc différents modes d'emploi, différents modes d'esclavage. Dans la modernité, on loue normalement sa force de travail. On use de la personne sans abuser, sous contrat. Donc c'est l'État qui, apparemment, balance un peu les inégalités et assure, soi-disant, les excès, assure pour éviter les excès des échanges trop injustes dans le système d'équivalence, assez complexe, sans une unité de valeur abstraite. On ne peut pas traduire toute cette force de travail, n'est-ce pas, en des termes de temporalité, puis en des termes d'unité d'argent échangeable et valable, en plus universelle. Et grande exploitation dans les colonies de terres qu'on ne possède pas, ça encore enrichit l'Europe. Et puis, autocolonisation des États-Unis, etc. On use
Alors, le plus moyen, le plus général de user de quelqu'un, c'est le contrat de mariage, n'est-ce pas? Et apparemment, comme il s'agit en apparence de la physique, la chose le moins besoin de mode d'emploi, c'est l'acte sexuel. C'est le sens apparemment du contrat de mariage, avec les droits et devoirs conjugaux. On use de la personne à l'échange de ceci ou cela. Tout est déterminé d'avance, soit par les mœurs, soit par écrit contractionnel. Mais ce paradigme contractionnel, c'est tout à fait nouveau, comme Gilles Deleuze, dans ses cours, nous avait fait remarquer que dès qu'on prend un métro, on est dans sans signer un papier, on est dans un paradigme contractuel. Quand on sort, quand on entre dans un autre endroit, on est dans une autre sous-contrat, etc. On est contrôlé. Partout, on est contrôlé si nous sommes fidèles à ces contrats tacite entente, ou bien vous avez des codes de mode d'emploi d'une ville, d'une modalité, vous y baignez comme un poisson dans l'eau, ou bien vous êtes complètement expulsé. Il y a des endroits de négocier des contrats, mais souvent les usagers ne font pas partie. Mais dans un pays démocratique, on peut en faire partie, mais ça ne changerait pas grand-chose dans l'essence de la contractualité. Si on revient à l'acte le plus pur, naturel, supposé l'acte sexuel, donc contractualité continue en dehors du mariage et en dépit du mariage, et donc adultère, sous forme de prostitution éternelle. Mais cette fois-ci change de forme, devenue soit besoin, soit impuissance, soit impossibilité, soit ne pas pouvoir signer un contrat. On signe sans parler avec une prostituée parce qu'on n'a pas besoin de parler ni échanger de paroles, sauf l'unité de valeur d'État, c'est-à-dire l'argent. Donc c'est l'argent c'est l'État plutôt qui règle notre rapport sexuel dans un acte prostitutionnel ainsi que dans un acte sexuel conjugal. La différence est presque imperceptible. Et il y a des cas là où on est souverain et on veut signer un contrat véritable, non pas en entente tacite, mais avec les modalités, véritable mode d'emploi d'une personne. Voilà, on va dire que c'est la servitude moderne. Ben oui, mais c'est l'essence de la modernité, de servitude volontaire. Sinon, c'est la violence, bannie complètement de la modernité. Mais imaginons le cas où à la fois on va user de la violence et à la fois on sera sous contrat encore. Voilà, le cas du sadisme et du masochisme, qui est également étudié par Gilles Deleuze. Sacha Masoch et Marquis de Sade est étudié par Klossowski et Barthes, à ma connaissance. Et Lacan aussi, n'est-ce pas, avec ses grands articles, et Kant avec Sade. Alors, je voulais justement parler de Kant, qui est complètement au courant de cette modification de la vie moderne. Il sait depuis assez longtemps qu'on use de la personne. C'est la civilisation d'employés fonctionnels
c'est seulement par sa fonction qu'on juge des gens dans l'État et non pas de leur fidélité sur parole, ni lien sanguin, ni lien familial, ni lien héraldique, ni un lien symbolique qui sera un sermon clandestin d'une corporation souterraine, une foi jurée d'être fidèle, etc. Mais l'État trouve tout cela, l'État moderne, tout ça secondaire et très archaïque, bien que ça persiste, etc. Et donc il y a des contrats sous serment, avec l'échange de sang, etc., chez les femmes, maçonnerie, etc. Mais chez Sade, ça devient véritable. On retourne à l'essence du contrat et ça passe par la parole. Oui, c'est nouveau. C'est pas une position bourgeoise, pas du tout. Ça passe par la parole. Une interrogation, une inquisition, une mise à clair de la situation, véritablement auto-réflexion et provocation chez autrui, une réflexion et parfois sans parole, parce que tout le monde n'est pas capable de parole, mais des cris et des pleurs qui empêchent peut-être le travail du philosophe sadiste, etc. Ça, si, je voulais absolument souligner. Et Kant formule ceci, tout en connaissance de tout cela, apparemment qu'il parle très formellement de cela, il faut traiter la personne humaine aussi comme une fin en soi. Et je souligne cette aussi 1000 fois dans mes cours. Et donc, il concède forcément que dans son époque et dans l'avenir, les gens seront usés, ils sont employés, salariés, mal payés, surpayés. Mais ce qui est important, sous contrat, les gens ne sont pas considérés comme personnes à part entière, c'est-à-dire fin en soi. Et on sait rien dans la modernité de la personne comme fin en soi. Peut-être la recherche de cette fin en soi, c'est-à-dire laboratoire de recherche, c'est la scène sadiste de Marquis de Sade. Il veut vraiment savoir s'il y a une miette, quelque chose qui va prouver qu'il y a une fin en soi, c'est-à-dire quelque chose d'intouchable. Mais sans essai, on ne peut pas savoir. C'est la logique perverse de Sade qu'on a banni et on a arrêté, suspendu, interdit toute expérimentation, mais on n'a pas de réponse. On n'a que des suppositions. On ne peut pas obtenir la réponse avec l'expérimentation peut-être, mais l'interdit pèse si lourdement, peut ajuster peut-être, et on n'a que des spéculations sur le sujet. Bonsoir. Aujourd'hui, mon discours avait commencé avec une nouvelle, mais il s'agit d'une fausse nouvelle, parce qu'il s'agit d'il y a une centaine d'années. S'il y a quelqu'un qui s'appelle Cocotte à Montmartre, et vivant comme prostituée, oui, c'est dans le poème de Rieu que nous apprenons qu'elle est morte. Il s'agit d'un poème qui décrit minutieusement ces derniers jours de Voyotte. Voilà. Peut-être que je vais faire une lecture une autre fois. C'est ça, user, d'être usé et être mort, c'est la fin de la modernité.